travail, de polo et de kaki, de chemise Oxford ou de t-shirt. Votre équipe a les styles qui lui plaisent, vous diffusez l'image que vous souhaitez. Et le service de Cintas comprend un service de nettoyage et de livraison hebdomadaire. Visitez cintas.ca/fr et soyez prêts pour la journée de travail. Québec, les séries des remparts approchent à grands pas et vous pourriez y assister gratuitement. À l'achat d'un abonnement pour la saison 2023-2024, les remparts vous donnent vos billets de série gratuitement. Dès le 31 mars, venez vivre la frénésie des séries de la LHJMQ au Centre Vidéotron. Réservez votre place maintenant au rempart.ca. Les remparts de Québec pour Québec. Désolé la gang, le party est fini. J'ai gagné! J'ai gagné! Avec le casino en ligne PlayOjo.net, la fête ne s'arrête jamais. Ressentez du plaisir avec une foule de machines à sous et tables de jeux excitantes et des nouveautés chaque semaine. Ressentez le bonheur Ojo des jeux de casino en ligne à PlayOjo.net dès aujourd'hui. Ouvert à tous les joueurs, 18 ans et plus, ceci n'est pas un site de paris en ligne. S'il vous plaît, jouez de manière responsable. Sentir le plaisir, PlayOjo. Avec des taux aussi bas que 3,99 %, c'est le temps de réserver votre toute nouvelle Kia chez Kia Cap Santé et Kia Laurier Station. Réservez votre tout nouveau Kia Sportage 2023, disponible en version hybride et hybride rechargeable. Propriétaire d'une Kia, obtenez une réduction de taux de 1 % grâce au boni fidélité Kia. Optez pour notre VUS compact, le Kia Seltos 2023 avec traction intégrale, qui est offert au financement à partir de 3,99 %. Vous en avez toujours plus avec le prix du gros chez Kia Cap Santé et Kia Laurier Station. Sexualité, amour, relations. Hello! Sans tabou. Allô, allô, coucou? La sexploratrice. Rejoignez mon univers. Avec Mel Trudel et Camille. Ensemble, explorons et déconstruisons les mythes en compagnie d'experts et d'invités de tous les milieux. La sexploratrice. Hello! Tous les vendredis, 20h. Radio X. Une présentation de Planète X. Explorer les ondes sensibles, parcourir les fantasmes, découvrir l'aventure et braver la routine pour trouver l'extase. Chez Planète X, on connaît ça. Monplanetx.com. Choix. 98. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Radio X Files avec Christian Page et Camille. Radio X. Bon mardi soir et bienvenue sur les ondes de Choix Radio X. On dirait que j'ai un petit chat dans la gorge ce soir. Bonsoir Christian, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va bien Camille. Super. Pour le début de l'émission, on n'a pas d'extrait audio pour mettre les auditeurs dans le bain, mais on est interactif sur notre page Facebook Radio X-Files. Tu as publié du contenu concernant le sujet de ce soir qui sera l'affaire Teresa Costa. Exact. Et pour les gens qui ont la possibilité d'aller sur le site Facebook de Radio X-Files, j'ai mis donc 6 photographies. Donc je les livre tout de suite là pour que les gens puissent nous suivre. Donc les 2 photos du haut, c'est justement des photos de Teresa Costa qu'on voit d'ailleurs avec ses 2 enfants. Les photos du centre sont des vues sur le petit village de Saint-Jean-de-Maurienne. Ça se trouve en Savoie, en France. Donc c'est un endroit, on est au milieu des années 50, donc on reconnaît un peu les villages français des années 50. Et bon, ici on est dans un quartier excessivement pauvre. Je vais revenir là-dessus. C'est un tout petit village là, qui est perdu dans une vallée très 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 profonde là. Et en fait, pour y être allé, écoute, à peu près 3 heures de soleil par jour. Tu sais, d'un côté t'as la montagne à l'est, puis de l'autre côté t'es montagne à l'ouest. Fait que quand t'es dans le milieu de la vallée là, il y a 3 heures de soleil par jour. Fait que ça te donne une idée. Et bon, les photos du bas sont une photo de l'affaire Teresa Costa avait fait l'objet d'un petit magazine qui s'appelle Détective dans les années 50. Donc on voit la couverture et on comment je pourrais dire, on nous place bien le contexte. On voit Teresa qui est couchée, qui tient sur ses lèvres un crucifix là. Donc je reviendrai là-dessus. Et la photo de droite, la photo du coin supérieur droit,
C'est probablement la photo la plus célèbre liée à cette histoire de poltergeist. Donc on voit Teresa Costa qui tient dans ses mains son bébé et juste à côté d'elle, on voit le comptoir et on voit une espèce de chaudron qui flotte littéralement dans l'air, qui a sauté. Donc c'est une photographie qui a été prise. Il faut dire, à l'époque, il y avait un journal, le Dauphinois, le Dauphinet, qui avait couvert un peu l'affaire, et on avait envoyé donc des journalistes sur place, et au moment où les journalistes sont là, ils vont prendre différentes photographies, et c'est assez rare qu'on réussisse à photographier un poltergeist en pleine action. Mais donc là, ici, on l'avait, et donc on a cette photographie. Donc ça va nous permettre un peu de suivre pour ce qui est des photographies. Et pour rappeler aux gens, c'est une histoire aujourd'hui qui est complètement oubliée. Quand on regarde, on parle de poltergeist, il y a très très peu de comptes rendus de l'histoire de Teresa Costa qui a été publié. Et pourtant, l'histoire à l'époque avait fait la manchette partout à travers le monde. Et à preuve, j'ai mis un article tiré de mes archives qui vient du Photojournal. Photojournal, c'était une publication hebdomadaire à Montréal. Et on a ici, pour la semaine du 24 au 30 juillet 1955, un article assez important qui raconte l'histoire de Teresa Costa. Donc, ça avait fait la manchette, bien sûr, en France, mais un peu partout dans les pays francophones. On avait parlé de cette histoire de poltergeist qui avait énormément intrigué les gens à l'époque et qui a été éventuellement un peu oubliée. Donc ce soir, j'ai décidé de reparler de cette histoire que je trouvais tout à fait intéressante. Et on s'en va en Savoie? Oui, on s'en va en Savoie, donc on est tout près de la frontière avec l'Italie et la ville qu'on pourrait dire le chef-comté, là, c'est la ville de Chambéry. Donc si vous cherchez sur une carte, c'est Chambéry et la ville la plus près. Je connais bien Chambéry parce que à Chambéry, c'est là que s'est trouvé le linceul de Turin. À un moment donné, si les gens qui nous écoutent ont lu ou ont suivi ma série À la recherche des reliques saintes, le linceul de Turin, c'est cette grande pièce de tissu qui est supposée montrer l'image ventrale et dorsale du Christ et qui est exhibée aujourd'hui dans la cathédrale de Saint-Jean-Baptiste de Turin en Italie et qui est considérée par les fidèles comme l'artefact le plus sacré, le plus noble de toute la chrétienté. Or, il faut savoir que le linceul de Turin, au niveau des reliques, il est apparu d'abord aux alentours de 1350 dans une petite ville en banlieue de Paris qui s'appelle Liré, et il a été exhibé là pendant de longues années. Ensuite, il a été vendu à une famille excessivement importante, la famille des de Savoie. Et le chef-comté où notre village se trouve là aujourd'hui, c'est dans le chef-comté de Savoie. Et la ville était la ville où cette famille de la petite noblesse, je dis petite noblesse, mais éventuellement l'un d'entre eux deviendra le roi d'Italie. Le Umberto V va devenir roi d'Italie. Mais ce sont donc, tu vois, c'est une famille très importante. Et après avoir acheté le linceul de Turin, ils l'ont transféré dans ce qui était à l'époque le fief de la famille de Savoie, qui était justement la ville de Chambéry. Et c'est là, donc, au milieu, dans la première moitié du 16e siècle, alors que le linceul était gardé dans un reliquaire en plomb, il y a un incendie qui s'est déclaré dans la chapelle qui avait été construite à même le château de la famille de Savoie. Donc, on avait une chapelle dans une cour intérieure. Un incendie s'est déclaré et le linceul était gardé, donc, dans ce reliquaire en plomb. Et alors, le temps que les sapeurs-pompiers arrivent et entrent dans la chapelle, les flammes avaient déjà gagné la nef. Et c'est là, dans une niche dans le mur, qu'était gardé le linceul. Et on a réussi à le sauver avant qu'il soit détruit par les flammes. Mais comme il était dans un reliquaire en plomb, il y a une goutte de plomb qui avait fondu et elle est tombée sur le tissu. Et cette goutte de plomb est passée barre en barre du linceul et le linceul était replié sur lui-même. Fait que quand on l'a déplié ensuite, cette goutte de plomb avait traversé tout le tissu à plusieurs niveaux, donnant un peu comme les ribambelles que les enfants font avec des ciseaux. Là, on découpe un morceau, puis ensuite on le déplie, puis on voit que... ça fait un papillon! Ça fait un peu papillon. Donc, c'est ça. Donc, quand on voit aujourd'hui le linceul de Turin, si vous regardez des photos du linceul de Turin actuellement, tel qu'il est conservé dans la cathédrale de Saint-Jean-Baptiste de Turin, vous voyez à 6 ou 8 endroits, je crois 8 endroits, on voit du rapiessage sur les côtés. C'est la goutte de plomb qui est tombée sur le linceul au 16e siècle et qui a été rafistolée par des sœurs Clarisses, mais quand même la marque, les réparations restent bien visibles. Et à ce moment-là, comme je te l'ai mentionné, le linceul se trouvait à Chambéry.
Et quand on veut passer de Chambéry traverser la frontière et aller du côté de l'Italie, vers Turin, justement, il n'y a qu'une seule route entre les montagnes, et c'est justement la route qui passe par Saint-Jean-de-Maurienne, là où s'est produit notre histoire de ce soir avec Teresa Costa. Donc, je connais l'endroit parce que lorsqu'on avait fait la recherche des reliques saintes, on est allé bien sûr à Chambéry, on a rencontré on est allé dans le château de la famille des De Savoie, on m'a autorisé à entrer dans la chapelle qui a été reconstruite, mais dont le mur est resté inchangé. Donc, on voit encore la niche où était gardé le linceul à l'époque, lorsque l'incendie s'est déclaré. C'est fou, pareil. Je fais une parenthèse. Tous les voyages que tu as faits. C'est hallucinant. Puis tes documentaires. Là. Tout à fait fantastique. Et je remercie le ciel de m'avoir donné, la santé, mais également d'avoir pu, ça a été un rêve de jeunesse. Quand j'étais gamin, je lisais des livres où on parlait de toutes ces histoires-là, mais qui peut rêver, à moins d'être un millionnaire, qui peut rêver de faire ces voyages-là? Et moi, j'ai eu la chance de penser à des projets d'émissions de télé et qui ont fonctionné. Donc, ça m'a permis de le faire. T'sais, de toi à moi, là, si j'avais dû payer de mes propres poches, j'aurais pas eu le moyen de faire le tour du monde. Alors que, comme c'était dans le cadre d'une production de télévision, évidemment, on a pu aller partout dans le monde pour filmer ces trucs-là. Et surtout dans des places qui sont VIP aussi. Là. Oh, oui, absolument, parce que tu filmes des trucs comme ça. Écoute, quand on a fait à la recherche des reliques saintes, là, j'avais dans mes poches une lettre du Vatican qui était signée là, par l'autorité papale qui me permettait d'entrer dans toutes les églises et les cathédrales. Écoute, elle était dans un petit protecteur en plastique, puis je l'exhibais à tout bout de champ. Écoute, avec ça ouvrait toutes les portes. Fait que non, c'est extraordinaire. Donc, c'est tout simplement pour dire, c'est ça. Donc, cette petite communauté là de Saint-Jean-de-Maurienne où se passe notre histoire de ce jour est tout près de Chambéry et elle est le seul endroit où on peut traverser les montagnes par voie terrestre, en voiture, parce qu'il y a quand même des trains qui circulent dans les montagnes, qui passent dans des tunnels, mais les voitures ne passent pas là. Donc, il faut passer par cette vallée très profonde, là, et où se trouve ce petit village de Saint-Jean-de-Maurienne. Donc, l'article en question, photojournal en juillet à Montréal, cet article qui nous rappelle cette histoire et qui est excessivement, qui est bien documenté, et c'est probablement l'un des cas de poltergeist pour lesquels on a le plus de témoins. Ça ne nous permet pas d'approcher d'une solution définitive, mais dans le cas présent, le nombre des témoins est tout à fait extraordinaire. Et c'est une histoire à plusieurs volets, comme tu vas le voir, qui soulève bien des interrogations. Donc, d'ailleurs, je tiens à remercier mon ami Jocelyn Keller qui a écrit sur cette histoire-là, qui l'a mis en mots et qui l'a publié dans son livre Zone paranormale, qui est paru en 2021. Jocelyn Keller, qu'on a reçu à plusieurs reprises à l'émission Radio X-Files, donc qui est bien connu de nos auditeurs, qui est une espèce de Christian Page français. Donc, lui aussi s'intéresse un peu de manière très journalistique à tout ce qui est étrange et bizarre. Puis, bon, il a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. Et quand j'ai regardé dans la littérature, effectivement, Jocelyn avait écrit un truc là-dessus à partir de documentation. Il avait eu accès notamment aux archives du Dauphinet. D'ailleurs, il a commencé il y a de nombreuses années. Il a fait un stage comme journaliste au Dauphinet, qui est le journal qui a justement couvert l'affaire Teresa Costa à l'époque, ce qui lui a permis d'avoir accès à des photographies d'archives d'excellente qualité. Cela étant, donc on commence notre histoire. Allons-y. Puisque le temps file, puis on va arriver jusqu'à la fin. Donc notre histoire, comme je l'ai mentionné, on est à Saint-Jean-de-Maurienne. On est dans la vallée de la Maurienne, on est en Savoie. On est, comme je l'ai mentionné, près de Chambéry, près de la frontière italienne. C'est une vallée très encastrée avec des montagnes de chaque côté. Et c'est un endroit que je dirais, là, je veux pas être méchant, mais c'est un endroit un peu déprimant, parce que, comme je l'ai mentionné, il y a peu de soleil. Quand le soleil est au zénith, bien sûr, on éclaire l'intérieur de la vallée, mais et surtout quand arrive la période d'hiver, rapidement, le soleil passe de l'autre côté des montagnes et on est pratiquement toujours dans l'ombre. Okay. Et c'est un peu dans ce contexte-là qu'il faut se replacer. On est au début de 1955. Les événements dont je vais parler se passe dans une famille d'émigrés italiens. Ce sont des gens qui viennent de la région de Calabrese, en Italie. Et à l'époque,
on était après la Deuxième Guerre mondiale, on ressortait en fait de cette Deuxième Guerre mondiale, on est quand même seulement 10 ans après la guerre, et la France se remet des destructions et de l'occupation nazie, et les gens, évidemment, on est un petit peu farouche par rapport aux étrangers, aux immigrants, déjà que la situation économique dans le pays est pas extraordinaire. Remarque qu'elle ne l'est pas beaucoup mieux en Italie, ce qui explique pourquoi que beaucoup d'Italiens, ou bien durant la guerre, ont fui le régime fasciste de Mussolini, ou bien après la guerre, ils ont espéré pouvoir refaire leur vie du côté de la France. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'était un peu le chaos et la situation économique était un peu désastreuse. Bref, on se retrouve dans ce petit village de Saint-Jean-de-Maurienne. On est au cœur d'un quartier excessivement défavorisé, pauvre, des maisons qui sont à la limite d'être vétustes. D'ailleurs, la maison où les phénomènes vont commencer, parce qu'ils vont se déplacer au cours de notre histoire, mais là où les phénomènes vont débuter, on est dans une maison qui date du 14e siècle. Donc, tu vois, c'est drôle, parce que quand on dit ça au Québec, c'est ici au Québec, on a une maison qui est vieille de 200 ans. Mon Dieu, c'est une maison patrimoniale, elle a 200 ans, tu sais. Alors que là, en Europe, on a des maisons de 7, 8, 900 ans, tu sais. C'est donc, ça. Dans la ville de Québec, on en voit un petit peu plus, qui date vraiment de la Nouvelle-France, mais là, c'est 400 ans. On recule encore plus loin, mais dans ma tête, c'est comme si tu me parlais d'un château. Ouais, c'est ça. Donc, donc on est dans des maisons très vétustes. Certaines sont presque abandonnées. Donc, les gens qui vivent là-dedans font pratiquement du squatting, parce que ce sont des maisons qui, ils ont même pas l'électricité, elles ont pas l'eau courante, tout ça. Il faut savoir aussi que dans cette région-là, de la Savoie, c'est une région qui est encore marquée par la superstition même. Elle l'est encore aujourd'hui et elle l'était encore plus profondément en 1955. C'est un endroit qui a été, durant le début de la Renaissance, c'est un endroit qui était très propice aux chasses aux sorcières. Et je dois t'avouer que les chasses aux sorcières dans la région de la Savoie ont perduré au-delà de l'arrêt de loi qui avait été proposé par Louis XIV. Louis XIV avait dit à un moment donné, on est aux alentours de à peu près 1670, il dit voilà, il faut arrêter de poursuivre les sorcières. On peut accuser ces gens-là de fraude, parce que le roi n'y croyait pas à toute cette histoire de sorcellerie, même si, assez curieusement, on fera une émission là-dessus, il a lui-même été le sujet d'une tentative d'assassinat par sorcellerie. Oh! Ce qu'on a appelé l'affaire des poisons. Mais Louis XIV donc dit non, tout ça c'est un peu de la foutaise, il y a rien de vrai là-dedans. Et puis quelque part aux alentours de 1680, avec les grands esprits, on est à la porte du siècle des Lumières. Il va dire là, les gens qui font de la sorcellerie, il faut arrêter de les pourchasser et de les exécuter. On va considérer la sorcellerie comme étant un crime de droit commun et non pas un crime punissable de la peine de mort. Et malgré ça, dans la région de la Savoie, qui est très éloignée, on va continuer de faire des chasses aux sorcières, on va continuer d'arrêter des sorcières. Et en fait, les derniers bûchers de sorcellerie vont être allumés aux alentours de 1715-1710. Donc, on est déjà 30-40 ans après l'arrêt qu'a prononcé Louis XIV. Donc, on continue à être envahi ou obsédé par ces idées de sorcellerie. En fait, cette région-là de la France sera probablement la dernière région de France où on va mettre fin aux chasses aux sorcières, mais on va mettre fin aux chasses aux sorcières 50 ans après que le reste de la France ait emboîté le pas à la demande de Louis XIV. Donc, bref, c'est un endroit qui est très superstitieux. Les gens sont très marqués par ces idées-là. Puis c'est important parce que tu vas le comprendre dans le contexte de notre histoire d'aujourd'hui. On a des immigrants, on a des phénomènes mystérieux, on est dans un milieu hyper catholique, hyper chrétien, et lorsque ces manifestations vont survenir, évidemment, il y a une peur collective qui va s'installer. Donc, cela étant dit, on a mis un peu la table. Les premiers événements, donc, on sait qu'on est dans des maisons, dans un quartier excessivement défavorisé, des maisons qui sont très vétustes, et on a dans cette maison, quand je dis maison, entendons-nous, c'est quasiment du squatting, on a deux familles. On a les Castrignano qui habitent le premier étage, une maison, en fait, avec une mansarde, mais
c'est comme deux familles qui occupent 2 étages d'une même maison, mais il y a une circulation. Là, c'est pas des étages séparés. Là, c'est vraiment on entre dans la maison, il y a un escalier qui monte au 2e, puis il y a une famille qui occupe le 2e, une autre famille qui occupe le rez-de-chaussée. Donc, au premier étage, c'est la famille Castrignano, et en bas, au rez-de-chaussée, c'est la famille Rotella. Ce sont des gens, comme je l'ai mentionné, qui viennent de la région de Calabrese. Donc, il y a une espèce de solidarité entre Italiens immigrés qui s'unissent et qui partagent. Ce sont des gens qui se connaissent, bien sûr, ce sont des amis, donc ils partagent l'appartement. Et ça donne qu'au moment, on est dans la 2e, 3e semaine du mois de février 1955. Depuis quelques jours, ils accueillent les Crostrignano, ceux qui occupent le premier étage. Ils reçoivent à la maison leur beau-frère et belle-sœur, le couple Valentino et Teresa Costa, et avec leurs 2 enfants. Teresa Costa, pour la situer, c'est une jeune mère, elle a 2 jeunes enfants, elle a 24 ans. Donc, ils arrivent, eux aussi ont quitté l'Italie. En fait, Teresa Costa, elle est arrivée dans la région de Savoie quelques semaines plus tôt. Son mari y était déjà depuis à peu près une année. Il avait quitté l'Italie et il l'avait rejoint donc les autres familles calabraises qui étaient sur place dans l'espoir de se trouver du travail. Il faut savoir que dans cette région-là, on avait quand même 3 usines, dont notamment une usine d'aluminium, et on embauchait. Donc, on a quitté l'Italie dans l'espoir d'être embauché dans ces usines. Et à partir du moment où ces gens-là commencent à se trouver du travail, le mari, là, Valentino Costa, a envoyé un télégramme à son épouse en disant, voilà, tu peux venir, j'ai trouvé de l'emploi à l'usine d'aluminium. Et c'est comme ça qu'elle arrive donc dans le village. Les événements qui vont retenir l'attention vont débuter en fait dans la nuit du 23 au 24 février. Donc on est le 23 février 1955. Combien de temps après son arrivée à peu près? Ça fait à peu près 3 semaines qu'elle est arrivée. 3 semaines, okay. 1 mois à peine. Donc on est le 23 février et tous ces gens-là sont réunis dans cette maison de Saint-Jean-de-Maurienne. Il faut quand même dire que les Costa n'habitent pas à Saint-Jean-de-Maurienne. Ils habitent un petit village juste à côté, mais ils sont là parce que on est invités avec les amis. Donc, c'est une espèce de réunion d'amis italiens qui se rencontrent pour passer un week-end et tout ça. Donc, on est dans la soirée du 23 février. La soirée se passe normalement. Les enfants jouent entre eux. Les enfants des 3 couples qui sont là, on discute, on boit du vin. Donc, tout se passe normalement. Rien ne permet d'imaginer ce qui va se produire ensuite. Donc, les gens, vers à peu près minuit, toutes les familles vont se coucher, et puis on se souhaite la bonne nuit. Et puis voilà que vers 5h30 du matin, des coups très forts sont frappés à la porte de la chambre de la famille Castrignano qui occupe le premier étage. Donc, des coups très, très forts. Pour utiliser l'expression québécoise, là, on a bûché dans la porte. Okay. Et là, à ce moment-là, ces gens-là se réveillent. C'est des gens qui sont relativement jeunes. On parle ici de 3 couples qui sont âgés là dans le milieu de la vingtaine, début de la trentaine. Donc, ce sont des couples relativement jeunes. Donc, les coups sont frappés dans la porte. Monsieur Cadrisnagno se lève, il ouvre la porte, il regarde dans le corridor, il n'y a personne, jette un coup d'œil par-dessus la rampe d'escalier. Au premier étage, il n'y a absolument personne. Donc, c'est quand même un peu étonnant. Mais il pense à ce moment-là, comme je l'ai mentionné, on est dans une vallée très encastrée, et lorsqu'il y a des orages, et ça donne que ce soir-là, il pleuvait, mais lorsqu'il y a des orages puis qu'il y a des coups de tonnerre, évidemment, l'effet de l'écho dans la vallée donne une impression que tout vibre dans la maison. Donc, il se dit, peut-être que c'est un coup de tonnerre particulier qui fait que ça a vibré, puis j'ai eu l'impression de coups frappés à la porte. Donc, il retourne se coucher. Et puis, quelques minutes plus tard, des coups semblables, il entend un cri et des coups semblables sont frappés à la porte de la chambre à coucher de Nicola Rotella qui occupe le rez-de-chaussée. Donc un peu le même scénario que ce qui s'est passé quelques minutes plus tôt au premier. Coup frappé dans la porte, Monsieur Rotella se lève, il ouvre la porte, regarde dans le corridor, il n'y a personne. Et au moment où il regarde dans le corridor, il voit un petit meuble qui est placé dans le corridor se renverser et plus loin une chaise qui est poussée vers le mur. Donc, on ne rêve pas. Non seulement il y a eu des coups frappés dans les murs, mais il y a des objets qui semblent bouger d'eux-mêmes. Et là, évidemment, il y a une espèce de
place de combat qui est développée. Hein. Il y a quelque chose, et là tout le monde se réunit, voilà qu'est-ce que c'est. Et pendant de longues minutes, je te dirais à peu près une trentaine de minutes, d'autres objets vont bouger. Hein. Il y a des casseroles, on essaie de s'imaginer des casseroles qui sont accrochées sur les murs près de la cuisinière. Ces casseroles se décrochent, tombent sur le sol, des objets qui sont sur les tables sont lancés sur les murs, et tout ça dure à peu près une trentaine de minutes, et puis ça s'arrête. Donc, on se dit, voilà, c'est passé, on ne sait pas trop quelle est la manifestation ou la mécanique derrière ça, mais lorsque l'accalmie revient, on croit qu'on en est débarrassé. Mais voilà que le 24, donc, comme je l'ai mentionné, on passe une soirée très agréable le 23 février. Le 24 février, à l'aube, il y a ces fameux coups frappés dans les murs. Durant la journée du 24, d'autres manifestations vont se produire. Encore une fois, des meubles qui bougent, des objets qui sautillent, tout ça, et tant et si bien que on va décider d'aller informer à la fois le maire, et lui, le maire, est un peu surpris d'entendre cette description-là. Il va aller chercher un gendarme, et il va aller chercher également le chanoine, donc l'imminence religieuse de l'endroit, qui vont tous se rendre dans la fameuse maison en question, et ils seront aussi témoins de ces manifestations. Donc, coups frappés dans les murs, des objets qui sautillent à gauche, à droite, des objets qui se décrochent, des cadres qui tombent sur le sol. Donc, c'est vraiment un terrain de guerre. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Et le prêtre, voyant ça, évidemment, il est un peu désarçonné. Donc, ce qu'il fait, il bénit la maison en espérant que les manifestations vont s'arrêter. Mais elles ne s'arrêtent pas, donc il se poursuit une partie de la soirée, une partie de la nuit, tant et si bien que dès le lendemain, le 25, le maire de la ville décide qu'il est temps de quitter l'endroit. Il faut quand même se rappeler qu'à ce moment-là, il y a eu, et il y a depuis quelques jours, des pluies torrentielles dans la vallée, et cette maison, cette vieille maison du 14e siècle est construite sur un sous-sol dont on a des arches, on a des charpentes qui sont faites en arches avec des pierres. Et on se demande, est-ce il pourrait y avoir des infiltrations d'eau? Après tout, c'est quand même une maison qui a plusieurs siècles. Est-ce qu'il pourrait y avoir de l'infiltration d'eau dans le sous-sol et éventuellement que cette eau endommage la structure et que l'édifice soit sur le point de s'écrouler? Donc, c'est un peu la question qu'on se pose. D'ailleurs, il y a une magnifique photo qui sera publiée dans le Dauphiné, où on voit d'ailleurs la pancarte qui a été mise par la ville qui dit interdit de s'égarer, interdit de se stationner, la maison est sur le point de tomber. Là, hein. Donc la ville prend cette décision-là, donc de faire évacuer la maison. Et la famille, donc, évidemment, tu comprendras qu'ils n'ont pas demandé leur reste, ils acceptent assez rapidement et ils vont aller éventuellement loger dans une autre maison. Et lorsqu'arrive le 26 février, donc on est le lendemain, on veut savoir, on est un dimanche et on se demande, on dit est-ce que, on est le 27 février, donc les gens ont déménagé, la maison semble déserte. Et là, comme le dimanche 27 février, c'est un dimanche, on est dans un milieu excessivement religieux, très croyant. On se dit, bon, c'est le dimanche. Quoi que soit la manifestation, hein. On va aller à l'église pareil. Oui, mais on va aller à l'église, mais on va aller faire on va aller dans la maison, on va faire une espèce de vigile pour voir si le diable ou les mauvais esprits ou, comme le dit notre article dans le photojournal, si les génies vont se manifester et ils vont produire des effets, même si on est le jour du Seigneur. Donc, encore une fois, on se retrouve, avec toutes les trois familles se retrouvent sur place, hein, les Castrignano, les Rotella, les Costa sont là, bien sûr. Madame Costa est là avec ses enfants. Il se trouve également des gendarmes, le maire de la ville, encore une fois. Le village au complet rendu dans la maison. Ouais, en fait, tout le monde. Puis c'est un endroit qui est très petit, hein. Ce sont des maisons qui étaient conçues pour une seule famille. Donc, on se marche littéralement sur les pieds. Et là, donc, la soirée se passe. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que ce soir-là, il y a un journaliste du Dauphiné libéré qui va venir sur place, hein, et c'est eux à qui on doit d'ailleurs la plupart des photographies qui ont été prises, qui ont servi à alimenter cette histoire-là. Donc, le journaliste du Dauphiné arrive et on s'installe dans la maison. Et là, la soirée s'écoule et il y a à peu près rien qui se passe. Alors, on se dit, ben voilà, peut-être que c'est vraiment terminé, quelle que soit la nature de ces manifestations, et on est partagé
partagé. Hein. Est-ce qu'il s'agit du diable? Est-ce qu'il s'agit d'un génie? Est-ce qu'il s'agit simplement d'un mouvement de sol dû à la vieille structure du bâtiment qui fait qu'il y a eu ces manifestations? Et là, on se dit, bon, ben voilà, il y a pas grand-chose qui se passe. Et puis, soudainement, et là, on parle ici dans la maison, là, il y a quand même là 7 à 8 personnes qui sont dans la maison, en dehors des familles. Donc, tu t'imagines, là, c'est quand même une petite communauté là qui est là. Et puis, lorsqu'arrive à peu près l'heure de minuit, il n'y a plus rien qui s'est passé, on se prépare à quitter les lieux. Alors, on prend un dernier verre de vin, hein, ce qui est entre français et italien, on s'entend bien là-dessus. C'est ça. On prend un dernier verre de vin. C'est jamais trop tard. Voilà, et on se souhaite une bonne soirée, tout ça. On se fait des accolades, et à ce moment-là, les phénomènes commencent. Mais cette fois, c'est très violent. Hein? Les verres qui sont sur les tables sont lancés sur les murs, ils éclatent en 1000 morceaux. Les chaudrons qui sont restés accrochés au-dessus de la cuisinière vont tomber. Un tabouret sur lequel est assise Madame Costa se met à sautiller. La table se pousse. Donc, tout ça se fait devant tous ces témoins qui sont là, et bien sûr, devant le journaliste du Dauphiné libéré, et à qui on va devoir d'ailleurs cette célèbre photographie où on voit Madame la photo Costa que t'as publiée. avec le chaudron qui bondit dans l'air. À ce moment-là, il est clair qu'il y a quelque chose d'assez mystérieux qui se passe, et on se dit, bon, on doit mener une enquête là-dessus, on doit essayer de comprendre ce qui se passe, et encore une fois, c'est une espèce d'élément qui va convaincre le maire de la ville d'avoir pris la bonne décision en demandant au Costa, et en fait toutes les 3 familles qui habitaient dans la maison de déménager leur pénate ailleurs. Il loge d'ailleurs chez un des beaux-frères de la famille, dans une maison qu'on appelle le Moulin des Prés. Donc, ils ont tous été logés là en attendant de voir ce qui va se passer avec la maison. Et j'imagine que tu veux le savoir. Mm-hmm. Mais pour le savoir, il faudra que tu attendes après la pause. Bien lancé. Vous écoutez Radio X-Files, quelques minutes, et au retour, Christian nous explique l'histoire de Madame Teresa Costa. Radio X-Files. Radio X. Moreau en jase. Ah, moi, je ne lève jamais le ton, ça fait que... Bon, oui, gars, arrête, là. Ça m'est arrivé au moins 2 fois de péter un plomb puis de me fâcher, mais pas avec des insultes, pas en hurlant de façon complètement disjonctée comme ça. Et ça ne se fait pas. Moreau en jase. Lundi au vendredi, 10h. Radio X. Présenté par Planet X. Vous méritez des soirées signées Planet X. Amour, plaisir, fantaisie, découverte. Trouvez le produit adapté à vos besoins au meilleur prix. Planet X. 6 boutiques pour vous servir. monplanetx.com. Chez Toyota, nous misons sur la qualité et la fiabilité depuis toujours. Parce que qui dit hiver dit neige, pluie, verglas, en une fin de semaine. C'est l'heure Toyota. Découvrez le polyvalent RAV4 2023 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetermatoyota.ca. Chez Toyota, nous misons sur la qualité et la performance. Parce que même si tous les chemins mènent à Rome, c'est peut-être pas là que t'as le goût d'aller. C'est l'heure Toyota. Découvrez le nouveau et robuste Tacoma 2023 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetermatoyota.ca. De nombreux élèves du secondaire ont déjà consommé de l'alcool et les saveurs y jouent un grand rôle. Pendant que Santé Canada confirme que le vapotage peut aider à arrêter de fumer, le gouvernement Legault veut abolir les saveurs dans le vapotage. Si la CAQ se préoccupe vraiment de la santé des jeunes, elle devrait abolir les saveurs dans les boissons alcoolisées. Un message de la Coalition des droits des vapoteurs du Québec. Les produits de vapotage libèrent des substances qui peuvent être nocives pour la santé. Ce message est une mise en garde de Santé Canada. Montre à tout le monde que ta bougie fait des étincelles. Et deviens aviseur mécanique ou conseiller en pneus dans l'une des succursales de Desharnais Pneus et Mécanique. On va te faire une offre juste parfaite, parce que travailler chez Desharnais, c'est juste parfait. Montre à tout le monde que tu fais le poids. Et deviens technicien de service routier poids lourd chez Desharnais Centre du Camion. On va te faire une offre juste parfaite, parce que travailler chez Desharnais, c'est juste parfait.
Dormez-vous et Malouf vous présentent la plus récente innovation en matière de sommeil. Les nouvelles bases réglables style de vie. Elles vous permettent de régler la position de votre tête et de vos pieds et transformera votre chambre en une retraite luxueuse où vous pourrez lire, travailler, regarder la télé et même vous faire masser dans le confort de votre lit. Pour un temps limité, obtenez une remise de 15% sur une carte promo Dormez-vous à l'achat de toute base réglable. Une valeur maximale de 1 200 $. Les conditions s'appliquent. Consultez les détails en magasin ou en ligne. J'ai besoin d'un nouveau chez moi. Il me semble qu'un changement me ferait du bien. Je suis là pour vous et avec vous. Ma force, c'est d'aller chercher le meilleur prix pour vendre votre maison et trouver votre nouvel endroit de rêve. Comptez sur ma spécialiste en immobilier pour vendre et acheter. C'est Patricia et son équipe.com. Junot et Frères, institution en peinture et décoration depuis 1919, vous offre désormais la gamme de peinture Benjamin Moore. Pour votre prochain projet, rendez-vous au 1041 boulevard Pierre-Bertrand, au sud de la capitale. Junot et Frères et Benjamin Moore, une équipe hors pair. Votre projet cette année? Obtenir votre licence d'entrepreneur en construction. Groupe GSC.com vous offre une formation ultra innovatrice et hybride. Inscrivez-vous et suivez votre formation en ligne, en classe ou combinez les deux. Un encadrement hors pair, des formateurs compétents, une équipe dynamique. Une seule adresse. Groupe GSC.com. La façon la plus simple d'obtenir votre licence RBQ. Groupe GSC.com. 1995 Frank Carrel, suite 101, formé pour bâtir. Travail acharné et précision, c'est la machine Doosan qui vous l'offre. Doosan, c'est une gamme d'excavatrices et chargeurs pour perfectionnistes. Chaque Doosan est technologique, silencieuse et économe sur le carburant. Doosan, c'est l'ergonomie et une fluidité de mouvement incomparable. Un taux de financement à partir de 0% vous est offert chez Équipement Plan Nord. En passant, Doosan est dernièrement devenu Devlon. Un autre nom, les mêmes machines. La machinerie Doosan ou Devlon, tout un inventaire chez Équipement Plan Nord. Informez-vous sur plannord.com. Quand tu veux suivre l'actualité, politique, économique, sportive, c'est Choix. Choix 98.1 Radio X. Mais quand tu veux une dose supplémentaire de sport, va-t'en au 100.9 BPM. À Québec. Ton meilleur combo radio, c'est Choix. Radio X. Et BPM. BPM Sport. BPM Sport. La radio des sports au Québec. 100.9. Pierre Couture. Monsieur Économie. Inflation. Les achats. Immobilier. Taux d'intérêt. Placement. Coût de la vie. Ça commence à crier. Suivez les chroniques de Pierre Couture à Radio X. Radio X. La chronique de Pierre Couture est présentée par Noréa Foyer Napper où vous payez votre poêle ou votre foyer en 2024. Pour un temps limité, détail chez Noréa Foyer Napper Sainte-Marie et sur Pierre-Bertrand. Radio X Files. Execute by them. Avec Christian Page et Camille. Radio X. 19h36 minutes. Christian, on est de retour. Sans plus tarder, je te laisse poursuivre parce que tu sais, comme à chaque jour, le temps joue contre nous. Contre nous, effectivement. Donc, on a ces manifestations dans la maison. Les familles ont déménagé dans cette maison qu'on appelle la maison du Moulin des Prés. En fait, qui sont des beaux-parents de la famille Castrignano. Donc, tous les gens vivent là. On occupe des appartements là en attendant qu'on essaie de comprendre ce qui se passe dans la première résidence où ils logeaient. Et à ce moment-là, tu me diras, mais pourquoi est-ce qu'on appelle cette histoire-là l'affaire Teresa Costa? Parce que jusqu'à maintenant, rien ne permet d'associer Teresa Costa aux manifestations qui se passent. Mais voilà que, à l'endroit où ils ont déménagé, de nouvelles manifestations commencent à se produire. Donc des coups frappés dans les murs, des meubles qui se déplacent, de la vaisselle qui est lancée sur les murs. Et à chaque fois où ces manifestations se produisent, on constate que Teresa Costa entre dans une espèce d'état de transe où elle est excessivement nerveuse. Elle ne tient plus en place, elle sue à grosses gouttes. Et là, on se dit, c'est curieux, elle développe ces espèces d'états seconds au moment où les manifestations se produisent. Alors, on comprend que finalement, c'est pas la maison qui est hantée,
c'est Teresa Costa qui est hantée. Alors là, tu comprends que dans une région aussi catholique, dans un endroit où on est encore, on a encore les relents d'une ancienne époque marquée par la superstition. Elle est regardée comme Ève qui a croqué dans la pomme, là. Voilà. Et c'est une étrangère, hein, c'est une étrange. C'est une Italienne. Et elle ne parle pas le français. Elle est même pour les communautés italiennes qui vivent dans cette région-là, c'est une femme qui est excessivement introvertie. Elle parle très peu et quand elle parle, on a de la misère à la comprendre parce qu'elle parle avec une espèce de patois calabraise qui est difficile à comprendre. Donc, c'est une femme un peu étrange. Elle est nouvellement arrivée dans la région depuis quelques semaines à peine, à la demande de son mari qui s'est trouvé un emploi. Donc, elle est nouvellement dans la région. Elle a tout pour attirer la crainte et la méfiance. Et là où elle se déplace, des manifestations étranges se produisent, tant et si bien qu'à un moment donné, même la famille qui l'ont accueillie, hein, c'est les beaux-parents de la famille Castrignano qui l'ont accueillie dans leur maison, là, qu'on dit la maison du Moulin des Prés, lui disent, écoute, il faut que tu sacs ton camp. D'ailleurs, ils vont déclarer à la presse française, au Dauphiné, ils vont dire, on n'a pas les moyens de voir toute notre vaisselle être brisée de cette façon-là. Hein? Donc, c'est presque un peu humoristique, mais éventuellement, c'est exactement ce qui va se passer. Donc, les Costa vont quitter cet endroit-là, le village de Saint-Jean-de-Maurienne, et ils vont retourner dans leur appartement qui est à Saint-Julien-de-Maurienne, qui est un village juste à côté. Donc, ils ont un petit logis, ils retournent chez eux, mais en même temps qu'ils retournent chez eux, les manifestations continuent de se produire. Donc, on a l'impression qu'il y a un diable qui poursuit la famille de Costa et les gens, tu comprends que les gens de Saint-Julien-de-Maurienne, de voir à nouveau arriver les Costa qui étaient partis depuis à peu près une semaine, parce que tous ces événements-là se passent sur une courte période de temps, là, on parle à peu près de 2 semaines. Donc, les manifestations ont commencé, on est le 23, le 24 février, et là, au moment où on se parle, on est rendu le 2 mars, donc il y a à peine quelques jours d'écoulés, et là, on voit à nouveau débarquer dans le village de Saint-Julien, on voit débarquer les Costa. Évidemment, les gens de Saint-Julien ne sont pas des idiots, ils ont lu aussi le Dauphiné, qui est un quotidien, ils sont au courant que des manifestations étranges se sont produites quelques jours plus tôt à Saint-Jean-de-Maurienne. Ils se disent, est-ce qu'ils vont amener ces forces surnaturelles avec eux? Et effectivement, dès qu'ils emménagent à Saint-Julien, d'ailleurs, je cherchais pas sur une carte, hein, le Saint-Julien de Maurienne, ça n'existe plus, ça s'appelle maintenant Saint-Julien-Mont-Denis. C'est le nom du village aujourd'hui. Pourquoi il a changé de nom? Je sais pas, hein, pour des raisons administratives, certainement pas à cause de cette histoire-là. Non, mais bon. OK. Mais donc les manifestations se produisent, et là encore une fois à Saint-Julien-de-Maurienne, comme les Costa sont venus, comme on rapporte des manifestations, là encore une fois, le maire de cet endroit-là ne veut pas être en reste avec le maire de la communauté voisine, donc il décide lui aussi de rendre visite aux Costa avec le curé de la place. Les manifestations se produisent, des objets virevoltent dans l'air. Écoute, j'ai devant moi l'article que j'ai mis sur le site de Radio X et qui raconte certaines des manifestations, et je t'en lis une, je le lis sous les yeux, on dit, un jour qu'elle était à travailler tranquillement assise près du berceau de son plus jeune enfant, une grosse valise sans aucun bruit se soulève doucement dans l'air. Il resta suspendu quelques secondes et se dirigea vers l'enfant endormi. La mère, immobilisée par la terreur, vit la valise tomber sur le petit. Donc, tu vois, on a l'impression de vivre un film d'horreur. Et là, comme je sais que le temps file, parce qu'il y a bien des choses à dire, mais à un moment donné, ce qui se produit souvent dans ce genre d'affaires, c'est que très rapidement, il y a un clivage qui se fait. D'un côté, on a les gens qui croient, je dirais même que ça se divise en 3 pôles. D'un côté, on a des gens qui croient que c'est sûrement des phénomènes surnaturels. Hein. On est dans les années 50, on est quand même au courant de la parapsychologie. Hein. C'est une discipline qui est apparue au tournant du 20e siècle, quand on est d'ailleurs en France, je crois que c'est en 1903 ou 1910 qu'on va créer une première grande organisation de recherche
recherche sur les phénomènes paranormaux qui s'appelle l'Institut métapsychique international, qui se trouve à Paris et qui a été créé là, au tout début des années 1900 et qui existe encore aujourd'hui. Et donc, on connaît un peu l'histoire de la parapsychologie. On sait qu'il y a des scientifiques qui travaillent à ça. On s'intéresse aux histoires de fantômes. Donc, on n'est plus tout à fait dans la période où on voyait des démons partout. Là, il y a quand même un milieu un peu plus éduqué qui connaissent ces phénomènes de type paranormaux et qui se disent, ben voilà, probablement que la pauvre Teresa Costa, elle est probablement la cible d'un phénomène de poltergeist. D'un autre côté, on a les gens, parce qu'on est quand même dans des régions excessivement rurales, on a quand même des gens qui croient que c'est le diable qui se manifeste, d'où la fameuse couverture du magazine Détective, où on voit Teresa Costa étendue dans son lit, en train d'embrasser un crucifix, parce que, bon, évidemment, elle est elle aussi très religieuse, il faut quand même le dire, elle croit aussi au diable, parce que Teresa Costa, d'ailleurs, elle se dédiait à la vie religieuse. Elle dit qu'elle a, dans son enfance, elle avait eu des visions de Saint Joseph, qui lui avait montré un endroit où devait se trouver un trésor. Elle est allée creuser là. Elle était adolescente à l'époque. Elle est allée creuser. Elle n'a pas trouvé de trésor. Mais à partir de ce moment, elle s'est dit, je vais me dédier à la vie religieuse. Elle se dédiait, donc, elle voulait embrasser une carrière de religieuse. Mais en même temps, elle était partagée avec l'idée de fonder une famille. Et finalement, la volonté de fonder une famille a été plus grande. Mais on voit que c'est une femme qui est excessivement dévote, très religieuse. Et elle voit un peu que ça doit être le diable qui est derrière ça. Et puis de l'autre côté, au troisième pôle, t'as les gens qui disent, tout ça c'est de la fraude, c'est une arnaque, c'est pas vrai, bon. Et il va arriver un nouvel élément dans notre histoire, et il naît de ce côté, de ces sceptiques qui croient que tout ça est une fraude. Il s'agit d'un magicien. Dans l'article du photojournal, on dit un magicien italien, mais en fait c'est un magicien suisse. Il s'appelle Isma Visco. De son vrai nom, il s'appelle François Cutat. Il fait des tournées en Suisse, en Italie et en France. Personne ne connaît aujourd'hui ce Isma Visco, mais dans les années 50, c'est un individu qui avait une solide carrière. Donc, c'est un illusionniste. Et ce qui était intéressant de ses prestations, c'est qu'il montait sur scène, faisait des numéros, un peu des numéros de fakir, des numéros de manipulation, de disparition, d'apparition. Et après coup, il expliquait aux gens comment on le faisait. Donc, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, T'es un magicien, tu sais une femme en deux, après tu te dis pourquoi, comment tu le scies en deux. Tu vends tes trucs, c'est pas payant à long terme. D'ailleurs, les magiciens, il y a quelques magiciens, on se rappellera, il y a quelques années à la télé, on avait vu des reportages, des émissions spéciales, le magicien masqué qui révélait des grands trucs de comment on s'y prenait. Puis il a été perçu par la communauté des magiciens comme un véritable un transfuge, un pourri, un salaud. Il révélait des secrets des magiciens. S'il y a quelque chose que des magiciens tiennent mordicus, c'est le secret de leur tour. Donc lui, ce Isma Visco faisait ça. Donc il faisait des numéros sur scène et ensuite expliquait aux gens comment il s'y prenait pour créer ses illusions. Et ce Isma Visco, donc, il entend parler, il est de passage en Savoie. Il donne un spectacle à Chambéry, qui est le chef-comté, là, tout près. Et il entend parler de cette histoire. Tout le monde ne parle que de ça à ce moment-là. Et il se dit lui, il est persuadé qu'il pourrait démontrer que cette histoire-là est frauduleuse, que tout ça est une arnaque montée de toutes pièces. Et là, donc, pour démontrer son histoire, il va donc se rendre, dans un premier temps, à Saint-Jean-de-Maurienne. Saint-Jean-de-Maurienne, je te rappelle, c'est la première maison où les manifestations ont commencé dans la nuit du 23 au 24 février, donc où vivaient, à ce moment-là, les familles Catrisnagno, on s'excuse avec l'italien. et Rotella, donc la famille, ces deux familles vivaient là, et les Costa étaient simplement de passage. Mais donc, ce magicien, Isma Visco, se rend donc dans cette maison, où finalement, il faut bien le dire, les Castrignano et les Rotella ont retourné vivre là, parce que visiblement, les phénomènes qu'ils observaient n'étaient pas dus au fait que la bâtisse était sur le point de s'écrouler, mais étaient plutôt dus à la présence de Teresa Costa. Donc, le magicien se rend sur place, il est accueilli. Et là, il dit, voilà, je vais vous montrer comment on fait sauter le chaudron en l'air, comment on fait bouger une table, comment on fait des coups dans le mur. Et là, donc, il installe des ficelles, des cordes et fait ses coups, mais ça ne convainc personne.
tous les gens qui sont là, dont notamment le maire de la ville, les gendarmes, le curé de la place, le chanoine est là, ils voient tout ça, puis eux, ils disent, ben non, c'est pas ça du tout qu'on a vu, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et évidemment, le magicien n'arrive pas à dissimuler ses fils. Hein. Bon, dans la cuisine, t'as un fil, ouais, mais on les voit, tes fils. Là. Ouais, c'est ça. Crois-nous que quand ça s'est passé, il y avait pas de fil, il y avait rien. Là. Donc, il réussit pas à convaincre les gens que l'affaire Teresa Costa est une fumisterie montée de toutes pièces. Alors, il décide de passer à une étape suivante. Il demande, il lance un défi. Hein. Il dit au Costa, et donc il se déplace, il va dans la petite ville de Saint-Julien de Maurienne, là où vivent les Costa, donc le village d'à côté, il se rend sur place et réussit à convaincre le maire de faire un espèce de défi. Donc, un notable de la place accepte de prêter une pièce de sa maison pour qu'on fasse ce fameux défi, parce que des gens se disent que c'est Teresa Costa qui est à la cause de ces manifestations, et certains croient qu'elle est capable de contrôler ces manifestations. Hein. Une rumeur s'est mise à circuler en disant, ben là, plus les manifestations se produisent, plus Teresa Costa semble en mesure de contrôler ses performances. Donc on organise un défi. L'idée est de placer sur une table des objets. Il va y avoir un tabouret, un bol, il y aura également un pichet. Donc on met des objets sur une table. On fait avec une craie un cercle autour de la table, cercle que personne ne peut traverser. Et là, on installe des fauteuils où il y aura donc d'un côté la famille de Costa, donc son épouse et ses proches qui seront là. Et de l'autre côté, il y a les observateurs de l'expérience, incluant d'ailleurs une demi-douzaine de journalistes qui sont là pour observer la manifestation. Ils sont prêts à prendre des photos. Oui, ils sont là prêts à prendre des photos. Et l'idée, c'est de faire venir... Parce que c'est un peu ridicule, hein, parce que on va faire venir Teresa Costa et on va lui demander de déplacer ses objets, mais personne n'a posé la question à Teresa Costa, est-ce qu'elle peut le faire, hein? Donc, elle accepte comme je l'ai mentionné, c'est une femme qui est très renfermée, qui ne parle pas beaucoup, puis c'est une femme intelligente, mais pas excessivement intelligente, là. Quand même, on comprend, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin. Disons ça comme ça. Donc elle arrive. D'ailleurs, il y aura 2 remises, hein, 2 rapports de l'expérience parce qu'elle se sent pas bien, etc. Et finalement, arrive le jour de la fameuse expérience. On est le 30 mars 1955. Donc ça fait, si tu as bien suivi, on est le 30 mars 1955 et les phénomènes ont commencé dans la nuit du 23 au 24 février. Donc c'est ça, on est un mois après. Un mois après. Donc, tout ce que je t'ai raconté, ce sont des événements qui se sont tenus en 4 semaines. Condensés, c'est ça. Oui, donc elle arrive le 30 mars 1955, après 2 rapports de l'expérience, elle arrive, elle est accompagnée de plein de gens autour d'elle, il y a des gens du village qui veulent assister à ça. Elle se place dans un fauteuil et elle attend, les objets sont devant elle, et là tout le monde l'observe, les yeux grands ouverts, en espérant qu'elle fasse déplacer des objets. D'ailleurs, le fameux magicien, Mavisco, dit, si elle réussit à le faire, je vais donner, je me rappelle plus le montant, mais c'était comme 100 000 francs que je vais donner à la communauté si elle réussit à le faire. Mais là, évidemment, il y a rien qui se produit, et elle est là, elle est assise, pauvre elle, au milieu de cette assistance, puis là, elle fait comme tout le monde. Elle fixe des objets qui sont sur la table, mais ça fonctionne pas comme tu veux, là. Et rien ne se produit. Et durant cette prestation, à un moment donné, elle va tomber comme en état de transe. Il y a un médecin qui est là. Et le médecin va conclure qu'elle est victime d'une crise d'hystérie. Et comme une crise d'hystérie, c'est une maladie purement féminine, hein, l'hystérie, le mot hystérie vient d'utérus. Oui. Hein, donc, c'est une maladie qui est typiquement féminine, c'est l'hystérie. Oh, ça peut être contagieux des fois. C'est ce qu'on me dit. Alors, le médecin conclut que c'est une maladie de madame, que c'est une crise d'hystérie, et donc il est mieux, il faut arrêter l'expérience, et Teresa Costa doit rentrer chez elle parce qu'elle se sent pas bien. Donc on ramène Teresa Costa chez elle. Pour Mavisco, donc pour le magicien, il a l'impression, lui, qu'il a marqué des points. Hein. Il s'est dit, ben voilà, elle a pas réussi, donc tout ça est une fraude. Si c'était vrai qu'elle
contrôlait ses esprits ou ses manifestations, les objets auraient dû se déplacer. Donc, on fait un peu court, hein. C'est parce que, visiblement, il a pas trop envie de donner son 100 000 francs, là. Donc, pour lui, merci, bonsoir. Il tire profit de ça, hein. Il est la personne qui aura mis en échec les mystérieuses entités qui hantent et perturbent Teresa Costa. Quoi qu'il en soit, il quitte et à ce moment-là, les Costa vont retomber un peu dans l'oubli, hein, après cette crise d'hystérie. Pour beaucoup de journalistes un peu sceptiques, ils se rangent un peu du côté des Mavisco en se disant le magicien va faire d'offrir 100 000 francs, il n'a pas réussi, c'est peut-être une fraude. Et peu à peu, cette histoire-là. Puis c'est vrai aussi que les Costa, il faut quand même se rappeler que ce sont des immigrés italiens qui sont plutôt mal vus, hein. Ce sont des étranges. Donc, il y avait aucun souhait de leur part d'être connus et d'être le point de mire de toute la communauté, hein. Et en fait, je pense qu'ils ont apprécié le fait que cette histoire-là soit terminée et qu'il ne soit plus sous le radar de personne. Donc, peu à peu, les Costa vont quitter un peu la lumière des projecteurs. On va cesser de parler d'eux. Est-ce que les manifestations vont perdurer encore chez eux? Possiblement. On n'a pas de témoins pour en parler et on sait qu'éventuellement, les Costa vont retourner du côté de l'Italie, du côté de la Calabrese. Pour se faire oublier, quoi? Et oui, voilà. Et on n'entendra plus parler d'eux autres. Donc, que s'est-il passé après? Est-ce que les manifestations ont continué un certain temps avant de disparaître? Est-ce que, encore une fois, lorsqu'ils sont retournés en Italie, est-ce que les manifestations ont perduré du côté de l'Italie? On l'ignore. Mais il y aura eu ce 5 semaines où toute la France et le monde entier avaient les yeux tournés vers cette petite communauté de Savoie, dans l'espoir d'essayer de comprendre quelles étaient ces étranges manifestations qui entouraient cette jeune femme, Teresa Costa. Donc, malheureusement, elle est disparue des radars et on ne sait pas ce qu'elle est devenue après ça. Du tout. C'est vraiment la dernière fois qu'on a entendu parler d'elle. Absolument. Oui, absolument. Ah, c'est fou, alors qu'on était justement dans les archives journalistiques, photos. Puis là, malheureusement, peut-être qu'il y aurait de la descendance encore en vie, mais oui, ils n'ont pas l'air à vouloir lever la main, hein? Non, c'est ça, ils n'ont pas levé la main. Et comme je l'ai mentionné, hein, le journal local, c'était le Dauphiné libéré, c'était le journal local. Donc, à partir du moment où on se fiait un peu à lui, qui était un peu la porte d'entrée vers ce qui se passait dans le pays. Donc, à partir du moment où le Dauphiné libéré va cesser de publier sur Teresa Costa, donc les autres journaux vont un peu emboîter le pas. Ils n'ont pas de raison de se déplacer dans des régions aussi rurales et éloignées, loin des grands centres, pour s'intéresser à cette histoire-là qui, somme toute, ne semble plus intéresser personne. Et puis peut-être aussi qu'il n'y avait plus rien à raconter, il n'y avait plus de manifestations qui s'étaient produites. T'sais. On le saura jamais, on sait que apparaît cette fameuse soirée du 30 mars, lorsque le médecin dit, voilà, Teresa Costa est victime d'une crise d'hystérie. On a arrêté ça là, on a dit, on touche pas aux hormones de madame, on recule tout le monde. On le sait que les madames, des fois, ils ont des petits passages comme ça où ils deviennent colériques. C'est encore de même aujourd'hui, on traite ça encore comme ça. On a mis ça de côté, mais c'est une histoire qui était tout à fait fantastique. Et c'est une histoire qui nous rappelle un événement qui s'est produit au Canada. On est dans la dernière moitié du 19e siècle. On est dans la région d'Halifax. Hein, on est en Nouvelle-Écosse. Et il y a une histoire qu'on appelle l'histoire d'Esther Cox, qui va vivre des phénomènes un peu étranges comme ça. Et là aussi, un peu comme dans l'histoire de Teresa Costa, lorsqu'elle se déplace, c'est une jeune femme, début de la vingtaine, et lorsqu'elle se déplace, elle entraîne avec elle des manifestations extraordinaires autour d'elle. D'ailleurs, elle sera arrêtée à un moment donné et accusée d'incendie parce que elle se trouvait dans un endroit où le feu s'est déclenché. Puis là, on l'a accusée à un moment donné d'avoir commis ce crime d'incendiaire et elle va éventuellement déménager aux États-Unis où elle va décéder. Mais cette histoire-là, ça se passe, on est dans un petit village en Nouvelle-Écosse qui s'appelle Amherst, hein, c'est pas très éloigné d'Halifax. Et encore aujourd'hui, quand on visite le village de Amherst, une petite ville, alors je dis village, mais c'est maintenant une petite ville. Quand on visite la ville de Amherst, l'histoire, le souvenir du fantôme d'Esther Cox, le fantôme d'Esther Cox, le fantôme qui semblait
achalée, si je puis dire, Esther Cox, elle vivait autour d'elle. Elle l'appelait Robert le fantôme, dans les murs, objet qui se déplaçait à l'époque. Mais encore une fois, on retrouve à peu près la même mécanique qu'on a retrouvée avec Teresa Costa. Donc une jeune femme un peu perturbée, manifestation autour d'elle, et qui semblait la suivre, peu importe où elle se déplaçait. Et encore une fois, les femmes sont pointées du doigt en disant, ben voilà, c'est des apôtres du diable. Ici, on a tourné notre attention vers Teresa Costa, ben bien sûr, parce que c'était d'abord une femme, et puis il y avait ces comportements qui étaient un peu étranges. On pourrait en parler pendant des heures, d'à quel point c'est un stigma pour les femmes, et l'hystérie, la maladie mentale, à quel point c'est vu différemment. Ouais. Mais on n'est pas là pour ça, Christian. Mais merci pour cette histoire-là. Ben, ça me fait plaisir. Encore une fois ce soir. Demain, est-ce qu'on est dans les complots historiques? Oui, demain, on est dans un complot historique. Est-ce qu'on parle de Noé après Moïse? Non, on parlera pas de Noé demain, mais on va parler d'un complot historique. D'accord, parfait. Ben, bonne soirée, puis à demain, Christian. Merci. Ça marche. Ciao, bye-bye. Bye-bye. Radio X-Files. Radio X. Le retour de Radio X. Hey, tu mets ça simple, là. Je vends du pipi, moi, là. Mais écoute, je rentre d'une boutique, là, pis si j'ai pas livré sa boîte parce qu'il y a eu 20 gars qui voulaient avoir sa boîte de pisse, je mange la boîte comme si j'avais... Tu sais, à un moment donné, j'ai au gars, hey, rien sur la terre, là. On se calme, là. Des phéromones? Des phéromones. Calme-toi, le grand, là. Tu vas m'en donner, là, mais tu sais, c'est pas des cœurs qu'on a changés un matin, là, tu sais. Le retour de Radio X. Lundi au vendredi, 14h30. Radio X. Présenté par Honda de Giro. Facile et flexible. Pour un Honda neuf et d'occasion, c'est Honda de Giro. Obtenez un plus gros montant pour votre véhicule d'échange avec Honda de Giro de Montmagny. Ouvert le samedi. HondaDeGiro.com. T'as besoin de te remettre en forme? Viens, nous on va l'accélérer ton souffle. Efficace, professionnel et discret, on libère les tensions de toutes sortes. Pour un massage qui sort de l'ordinaire, Gentleman Paradise. Séduction, aventure, détente, gentlemanparadise.com. Civic, HRV, check. CRV, c'est fait. Pilote, terminé. Accord, bientôt. Bon, ben la flotte Honda a été bien renouvelée cette année. Ouais. Fiabilité, valeur de revente. Toujours là. Parfait. Alors on invite tout le monde à faire un essai routier chez leur concessionnaire Honda. C'est fait. La maison intelligente Hilo m'aide à mieux consommer l'énergie et à faire des économies. Est-ce qu'il a fait ton ménage aussi? Non, ça c'est encore dans ma cour. Jusqu'au 31 mars, économisez jusqu'à 20% sur le service de maison intelligente Hilo. Avec engagement de 3 ans, certaines conditions s'appliquent. Tu es propriétaire de maison. Tu veux économiser jusqu'à 1000 $ par mois sur les paiements de tes dettes. Ce message s'adresse à toi. Pour un prêt hypothécaire, des cartes de crédit à taux élevé ou des prêts personnels qui te coûtent beaucoup trop cher, GMOT Cabinet en courtage hypothécaire peut t'aider en consolidant tes dettes en un seul paiement, ce qui va te faire économiser jusqu'à 1000 $ par mois. Contacte-nous pour que l'on puisse magasiner pour toi des taux hypothécaires très compétitifs et ce, partout au Québec. GMOT.ca 88 655 3686. Économie, sécurité, n'attendez plus. L'appel d'un nouveau téléphone a sonné? Avant de lui répondre, allez donc faire un tour chez Mobile Clinic pendant l'événement Échangez votre sel. Votre vieux téléphone pourrait vous rapporter plus que vous pensez. En plus, on vous offre 50 $ de rabais supplémentaires quand vous échangez un appareil admissible et que vous activez votre nouveau téléphone chez nous. Nos techniciens professionnels s'assureront aussi de supprimer tous vos renseignements personnels de façon sécuritaire. Visitez une boutique Mobile Clinic ou mobileclinic.ca pour obtenir une estimation gratuite. Des conditions s'appliquent. Salut, c'est Steph. Pour que je vous le dise, je suis en amour. Je suis totalement tombé sous le charme de mon Jeep Wrangler. Il est beau, il est fort. Il me fait penser à moi. On en a plusieurs en inventaire pour livraison immédiate. Par exemple, le Wrangler Sport 2 portes en location 24 mois est à 83 $ par semaine avec un comptant de 1995 $. Si tu veux les meilleurs, perds pas ton temps ailleurs. Va-t'en direct chez Lévi Chrysler. Capsule. Radio X. Supporte ses partenaires. Rendez-vous chez Tour Jardin Québec et choisissez votre laitue romaine vivante. 10 pouces de mini romaine pour seulement 5 $. Oui, 10 salades mini romaines, 5 $ seulement. Fraîche, zéro pesticide. Tour Jardin Québec devant le Costco à Sainte-Foy, tourjardinquebec.com. Le Toscana célèbre ses 20 ans. 20 ans de festin, de plaisir et de partage. Merci à notre équipe d'avoir contribué à cette belle réussite et merci à notre fidèle clientèle de continuer à savourer nos spécialités
spécialité italienne. Promotion et menu au toscanosquebec.com. Pizza Ludo, la pizza congelée comme du resto. Du 16 au 29 mars, le format 9 pouces est en spécial à 5,99$ dans les IGA. Oui, seulement 5,99$ dans tous les IGA. La Pizza Ludo, la pizza préférée des Québécois. Faites vos provisions. Chez Scope Vision, le concept est simple. Vous apportez votre prescription en boutique et vous repartez avec vos nouvelles lunettes Simple Vision en 1 heure. Vous profitez même des prix d'Internet avec les avantages du service en magasin. Pour des montures à partir de 49$, direction Scope Vision. Choix. 98. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Le Spacecast, présenté par Sensation Plus. Magasinez au sensationplus.com et découvrez tous nos produits érotiques pour couple. Livraison rapide et discrète. Sensationplus.com. Tout problème dans ta vie recevra la solution. Ce soir. Oui, papa. Un très beau violoneux. Merging with simulator. Le Spacecast. Preserve, protect and defend. Devant les anges et devant les hommes. Avec JF, Rich Blais et Camille. Et le principe, c'est d'essayer de ressentir une boule d'énergie entre nos mains. Je pense pas, mais on est prêt à le faire si c'est nécessaire. Je veux mon violonneux. À Mama Oulé, les amis. Ah, Mamaoulé à vous. La nuit est tombée sur Québec et vos 2 tétraqués du Spacecast sont là. Là, je peux aller voir, avait l'air de quoi le sondage sur la page du Spacecast pour ma bière, peut-être promise, je sais pas. Ouais, ben le gars était clairement partant pour t'offrir une bière. Mais pourquoi? Ben, parce que t'as un charme incroyable, fille. Accepte-le. Ben, absolument. Mais là, le gars, Absolument. gars, comment je dirais ça, semer une graine dans ton esprit? Ah ouais? Non. Ça te travaille? Non. T'es rongé jour et nuit. Je suis pas rongée, non. Non. C'est que j'ai plein de points d'interrogation en tête d'un gars qui a vu beaucoup de standards de beauté dans les 12 dernières années. Hein? Ah, lui? OK. C'est comme, toi, dans les 12 dernières années, non, ça te met mineur, ça. Oui, ça me met très, très underage. Ouais. Hein? Non, mais c'est là que je me dis pourquoi, tu sais. C'est bizarre. Parce que t'as un charme. Accepte-le. Ouf, je suis juste la fille de la radio. Non. C'est pas le végétarien qui l'intéresse, non. Comme tu dis,